Ramon Estervelas, bonjour. Bonjour Thomas. Merci de me rejoindre sur le plateau de Parlons Placement. Vous êtes Senior Investment Specialist chez BNP Paribas Asset Management. En gros, vous êtes le porte-étendard, le porte-parole des équipes de gestion. Et on va s'intéresser à la disruption technologique et comment en profiter d'un point de vue, du point de vue de l'épargnant. Comment est-ce qu'on peut capter la performance des entreprises disruptives. Mais tout d'abord, c'est quoi une entreprise disruptive ? Alors à la base, c'est une entreprise qui, à travers une innovation technologique, a vraiment cassé entre les secteurs et a changé la façon de faire les choses dans son secteur et aussi a eu une influence dans secteurs qui ne sont pas le sien. Est-ce qu'il y a des entreprises qui ne sont pas technologiques de nos jours ? Tout à fait. Et en effet, par exemple, l'exemple de McDonald's, c'est très intéressant. Finalement, c'est consommation de base, entre guillemets. Et oui, des sandwichs, des frites, des coca. exactement. Et alors, eux-mêmes, ils ont ils ont payé 300 millions de dollars pour acheter une société en Israël qui développe de l'intelligence artificielle pour mieux connaître, avant que le client passe récupérer dans le Macao dans son menu, mieux connaître sur la base de son histoire quelles sont ses préférences. Et dans le McDrive, en France, c'est McDrive, et donc ça repère la plaque d'immatriculation. Exactement. Et ça permet de faire des suggestions. Voilà, et ça change un peu aussi la façon de regarder comment on prépare les menus, qu'est-ce qu'on fait. Ils vont s'adapter même au climat. Ah oui. Donc c'est ce que je dis quelque part, toutes les entreprises, parce que même une entreprise comme McDonald's qui nous semblait plus classique, traditionnelle, se mettent à la technologie. Donc si la technologie est partout, comment est-ce qu'on fait on achète toutes les valeurs, toutes les actions ? Alors la bonne nouvelle, c'est que le fait que la technologie est omniprésente, et ça nous donne des opportunités d'investissement dans plusieurs secteurs. C'est là la stratégie où elle est un peu différente des autres, qu'on ne va pas se concentrer que dans le secteur de la technologie, puisqu'on a de la technologie dans la santé, dans les industriels, etc. Ça donne plus d'opportunités pour nous. On peut prendre des exemples de ces opportunités ? Tout à fait. Alors, à titre illustratif, par exemple, il y a une société aux États-Unis qui s'appelle Dexcom, dans le monde de la santé, qui est spécialisée dans la production des outils, des patchs. Quand on veut arrêter de fumer, il y a des patchs de nicotine. Là, c'est vraiment lié aux diabétiques pour mesurer les niveaux de glucose et injecter le dosage d'insuline nécessaire. Alors, est-ce que c'est une société technologique ? Pas forcément, parce qu'il est dans le secteur de la santé, mais grâce à cette innovation, elle a vraiment changé la façon de faire les choses pour les diabétiques. D'autres exemples ? D'autres exemples, il y a une société aussi dans le monde de la santé qui s'appelle Intuitive Surgical, qui produit un robot qui s'appelle Da Vinci. Et ce robot est plutôt dédié au cancer de prostate, mais il a déjà été utilisé, en effet, ici à Paris, pour aider dans la reconstruction d'un sein dans un problème complètement différent. Donc, grâce à la technologie, à la robotisation qu'on trouve surtout dans les industriels, mais aussi dans la santé, on génère de l'innovation, en effet. Donc la santé, c'est un vrai filon pour ces entreprises technologiques ? Tout à fait. Et quand on regarde le secteur de la santé, qui maintenant, il a plusieurs investisseurs qui le regardent comme pari défensif, il a une partie très importante qui est la biotech, en effet, qui fait environ 18% d'un indice de la santé pure. Et c'est ce type de sociétés qui ont poussé un peu le secteur en termes de croissance de revenus, grâce à la tech, encore une fois. Alors, on a parlé des cours des actions dans la première partie de l'émission avec Jonathan. Quel est votre sentiment ? Est-ce qu'il y a une bulle ou pas de bulle ? Quand on voit les problèmes que rencontrent des WeWork qui ont dû renoncer à leur introduction en bourse, les problèmes de valorisation et les difficultés de Uber, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, si on regarde par exemple les capitalisations de certaines de ces sociétés comme Amazon, Alphabet, Apple, etc., on voit qu'ils nous montrent des capitalisations boursières gigantesques, des méga caps. 1000 milliards de dollars presque. Voilà, exactement. 1 trilliard. Exactement, il y en a déjà deux qui sont en dessus de cette barrière. Mais par contre, on regarde la chiffre de revenus. Et la croissance des revenus, elle est plutôt d'une société qui commence à croître. Comment ça s'explique ? C'est le fait que, c'est notre opinion, elles sont en train de piquer, entre guillemets, les revenus des sociétés qui sont dans d'autres secteurs. Et ça Elles aide. aspirent ça. Voilà. Et ça veut dire qu'il y aura très peu de gagnants, très peu d'élus à la fin ? Normalement, ça dépend un peu du secteur, entre guillemets. Mais oui, il y aura toujours des sociétés qui vont, comme c'était à l'époque, à la fin des années 80,
qui vont disparaître parce qu'ils vont être en concurrence avec une nouvelle société qui a innové d'un point de vue technologique et qui a pris la part de marché que l'autre société n'avait pas. Quelle est la performance de votre fonds cette année? Cette année, il a une performance exceptionnelle de 38% net de frais, la part classique, qui est la plus chargée en termes de frais. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui explique la surperformance, c'est pas que la technologie, entre guillemets. C'est la santé, c'est la consommation discrétionnaire, c'est les industriels même. Donc on est content parce que ça veut dire que la stratégie marche bien. Mais quand j'entends plus 38%, je me dis, j'ai raté le train, est-ce que je dois encore monter à bord? Alors c'est vrai que c'est une stratégie pour investir long terme, plutôt 5-10 ans, parce qu'on regarde pour fixer un prix cible au moins les prochains 2-3 ans. Pardon, c'est une stratégie qui fait du sens, par exemple, en la combinaison avec de la gestion plutôt passive pour diversifier. Et nous, on conseille de le faire graduellement, bien sûr, parce que court terme, c'est très compliqué de savoir, bien sûr. On parle de plus en plus dans vos métiers d'ISR, d'investissement socialement responsable. Est-ce que c'est compatible avec ces investissements technologiques? Parce que souvent, je vais prendre un exemple que tout le monde connaît, mais voilà, les serveurs qui font tourner Internet, envoyer un mail, ça pollue quelque part, ça émet des gaz à effet de serre. Tout à fait. Alors, nous, ce qu'on fait, en effet, on peut ajouter des critères qui ne sont pas financiers sur la partie environnementale ou sociale, et même bien sûr la gouvernance. Pour nous, notre façon d'intégrer ce type de critères, c'est pour mieux gérer le risque réputationnel, bien sûr, et pour essayer de réduire la probabilité de se tromper. Parce qu'il y a des variables qui ne sont pas financières, qui peuvent avoir un impact sur le cours direct. Des sociétés comme Apple, comme vous dites, bien sûr, il a un élément polluant dans les serveurs. Et dans l'usage d'électricité, bien sûr, si ça vient de combustibles fossiles, c'est aussi négatif, entre guillemets. Apple a été une des premières sociétés à lancer une obligation verte pour financer cette transition vers des énergies renouvelables. Donc, on peut les intégrer, ce type de critères. Nous, on pense que ça aide à mieux gérer les risques et à mieux gérer la probabilité de se tromper. Et ils vont avoir, on pense, long terme même, un impact sur le développement de la société. Et ça peut être aussi parfois des solutions grâce à la technologie pour réduire l'impact climatique, par exemple. Exactement, tout à fait. Vous avez déjà des petites pépites comme ça ou des entreprises qui aident à lutter contre le réchauffement? Alors, regardez, il a une société comme Saint-Gobain. C'est pas une petite start-up. C'est pas une petite start-up, bien sûr, mais c'est pas une société qu'on va parler de façon naturelle autour de la technologie comme dans un fonds technologique, mais par contre, ou dans un fonds peut-être qui gère les défis autour du changement climatique et cherche des opportunités. Saint-Gobain, via l'isolement, aide à avoir beaucoup plus d'efficacité énergétique. Et c'est dans ce fonds disruptif ou pas? Non, en effet, la pépite peut-être plus claire, c'est New Relic, c'est une société de software américain qui produit un logiciel pour aider aux sociétés à mieux gérer les applications en temps réel, les vitrines des sociétés en effet. Merci Ramon pour ces explications. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez trouver plus d'informations sur le site bienprévoir.fr ou directement chez BNP aussi, qui vous fera mieux connaître ces opportunités financières. À très bientôt. Merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Parlons Placement.